Il y a ceux qui pensent que les galas d'entreprise ne servent qu'à applaudir des discours milleux et prendre de photos avec une coupe de champagne à la main. Mais dans cette salle luxueuse, au plafond de verre et au lustre aussi gros qu'une petite voiture, ce qui allait exploser, ce n'était pas le mousseux, c'était un secret enterré depuis des années. C'était une de ces nuits que l'argent adore. Buffet français, tapis rouge, saxophoniste en direct et les flashs des photographes en compétition avec l'ego des invités. Au centre de tout, tel un roi sur son trône de marbre, se tenait Gustavo l'Aimé, magnat de l'immobilier, millionnaire avant ses 40 ans, séduisant, vaniteux, adoré et redouté. Il portait un costume bleu nuit, taillé sur mesure, cousu avec de l'orgueil. À chaque toast, il souriait. À chaque compliment, il souriait. Mais personne dans la salle ne savait que cette nuit allait se terminer avec lui à genoux, brisé, tremblant. Le murmure commença quand il entra avec son accompagnatrice. Ce n'était pas un mannequin, ni une actrice, ni une cadre célèbre. C'était elle, la nounou de ses enfants. Une robe simple, mais élégante, les cheveux attachés avec grâce et dans les yeux un mélange de respect et de douleur ancienne. « C'est qui, elle ?» chuchotaient les associés. « C'est une nouvelle maîtresse de Gustavo ?» murmuraient d'autres. Mais lui disait simplement « Elle a sauvé ma famille. Elle mérite d'être ici plus que beaucoup de notables. » La soirée suivit son cours, entre toast et discours, jusqu'à ce qu'on annonce le prix Vision de l'année. Gustavo monta sur scène, emmena la nounou avec lui et commit ce qu'il appellera plus tard l'erreur la plus honnête de sa vie. Cette femme a pris soin de nos enfants comme s'ils étaient les siens. Aujourd'hui, elle fait partie de notre famille. Merci, Clara. La salle applaudit, mais elle ne sourit pas. Elle prit le micro et dit « Gustavo, il est temps que tu connaisses la vérité. » Silence, lourd, glacial. « Je ne suis pas venu ici pour sourire. Je suis venu parce que je ne peux plus cacher ça. » Et ainsi, le gala devint un tribunal. La salle, animée quelques instants plus tôt de rire et de toast, devint glaciale. Les coupes tremblaient entre les doigts, les sourires se fadèrent. Gustavo regardait Clara comme s'il voyait un fantôme surgir en pleine messe. « Clara, de quoi tu parles ?» tenta-t-il de sourire, comme pour faire passer ça pour une plaisanterie. Mais elle sortit un papier plié de sa poche. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de souvenirs, de douleurs anciennes, de celles qui fermentent. « Tu te souviens de Francisca, Gustavo ?» La question tomba comme une lame. Le nom frappa en plein cœur, et un instant il cligna des yeux différemment. Ceux qui l'observaient de près virent la fissure dans ce visage de marbre. « Francisca ?» répéta-t-il, confus, ou faisant semblant de l'être. Clara inspira profondément, redressa le menton et dit « C'était ma sœur. » Et là, les chuchotements devinrent des cris étouffés. Qui était Francisca? Et pourquoi ce nom effaçait-il le regard de Gustavo? Il recula d'un pas, redressa son costume, essaya de garder son calme. « Clara, ce n'est ni le lieu ni le moment. Parlons-en plus tard. » Mais elle ne le laissa pas faire. « C'est le bon moment, parce que tu m'as amené ici comme un trophée. Maintenant, tu vas encaisser ce qui vient avec. » Les caméras de presse toujours allumées, les portables levés. La scène tournait déjà dans les groupes WhatsApp de gens même pas présents. Tu as fait disparaître ma sœur il y a 20 ans, et tu as fait comme si elle n'avait jamais existé. Le silence hurla, et au fond de la salle, une coupe d'en bas. Le passé venait d'arriver à la fête, et il avait soif de vérité. Avant de devenir la nounou des enfants du magnat, Clara connaissait déjà ce nom de famille, Lem, celui qui orne les immeubles de luxe et les couvertures de magazines, le même qui figurait sur l'ancien badge de travail de sa sœur, Francisca. Ma sœur travaillait chez ta famille, elle était employée chez ta mère. Gustavo secouait la tête, tentant de nier l'inévitable. C'était il y a des décennies, Clara, tu te trompes. Mais elle était plus lucide que jamais. Je ne me trompe pas. Tu n'étais qu'un adolescent gâté, mais tu avais déjà appris de ton père comment cacher les saletés sous le tapis. Et ma sœur a été balayée comme un déchet. Clara sentait le poids de ces mots.
Mais elle avait déjà porté pire, un deuil sans corps, un silence sans explication. Un jour, elle a été convoquée par ton père dans son bureau, et après ça, on ne l'a jamais revue. Gustavo commençait à transpirer. On l'a cherchée, police, voisins, rien. Et ta famille, elle a dit qu'elle était partie avec un petit ami, qu'elle était d'origine modeste, instable, problématique. Ils l'ont salie pour cacher ce qu'ils avaient fait. Les yeux de Clara brillaient de larmes. Mais je n'ai jamais cru à cette version. Et quand j'étais embauché comme nounou, et que j'ai vu ta mère, j'ai su que j'étais au bon endroit. Elle n'était pas venue pour s'occuper d'enfants. Elle était venue pour faire justice. Et maintenant, sous les yeux de tous, elle commençait à déterrer ce qu'on avait enterré vivant. Ce que Clara avait révélé ce soir-là n'était que la surface de ce qu'elle savait, car le reste, elle le gardait dans une boîte. Pendant les années où j'ai travaillé chez vous, j'ai rassemblé des choses, des copies, des coupures, des lettres. Je savais qu'un jour, le moment viendrait. Et ce moment était venu. Dans le grenier de l'ancienne maison de la famille Lem, où plus personne n'entrait depuis que la matriarche était tombée malade, Clara avait trouvé ce qu'elle appelait les pièces du puzzle. Des photos de ma sœur avec des hématomes, des lettres qu'elle avait écrites, et même un journal intime caché dans une Bible, comme si Dieu pouvait la protéger de ce qu'il y avait là-dedans. Gustavo tenta de l'interrompre, mais le public était désormais avec elle. Chaque mot résonnait comme un cri que beaucoup n'avaient jamais osé pousser. Dans ce journal, elle parlait de menaces, d'humiliation et de quelque chose de plus. La voix de Clara vacilla. Pour la première fois, on aurait dit qu'elle allait s'arrêter. Mais non, elle était enceinte. Et là, le monde s'effondra dans la salle. Personne ne savait quoi dire. Gustavo déboutonna son col comme s'il étouffait. « Mon père ne voulait pas de scandale, Clara !» cria-t-il. « J'étais juste un gamin, je ne savais rien. » Mais elle coupa court, ferme. « Et aujourd'hui, tu es un homme. Et tu vas m'écouter jusqu'au bout. Parce que cet enfant pourrait très bien être plus Lem que bien des Lem présents seuls. » Le gala s'était transformé en tribunal sans juge, mais avec un public. Et ce que Clara sortit maintenant de son sac, ce n'était pas un micro, c'était une preuve. Et j'ai fait le test avant de venir, avec du matériel du journal de Francisca et avec le tien, Gustavo. Il ouvrit de grands yeux. « Comment tu as une brosse à cheveux, celle de tes enfants. Tu l'as laissée dans la suite d'invités. J'ai pris des cheveux, tout fait légalement, avec autorisation, conforme à la loi. » Les avocats de Gustavo, jusque-là en pleine discussion discrète, se turent. Ils savaient que le terrain était piégé. Et le résultat est positif, 99,9%. L'enfant qu'elle a perdu était le fils de ton père. Le monde de Gustavo s'effondra. Car ce n'était plus seulement une histoire de nounou ou de sœur disparue, c'était une tache sur son héritage, une tache sur la lignée familiale, sur des décennies de silence. Ta famille a enterré un scandale et détruit une vie pour préserver un nom. Le magnat, le roi du secteur, l'intouchable, s'écroula sur sa chaise, livide, tremblant, en sueur. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmura-t-il. Et Clara répondit sans hésiter. « La vérité, rien que ça. » Mais la vérité, mon ami, coûte souvent plus cher que n'importe quel trophée de gala. Le lendemain, le nom Clara était partout dans les journaux, mais pas comme la nounou, comme la femme qui avait exhumé le passé de la famille la plus puissante de la ville. Gustavo s'enferma dans son appartement au dernier étage, entouré d'avocats, d'assistants, de psychologues. Mais rien ne calmait la tempête en lui, car cette nuit-là, il revit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance, la peur. Qui était vraiment cette Francisca ? C'est la question qu'il se posa en regardant un vieux cadre photo caché dans la bibliothèque des manoirs. Là, entre les pages d'un livre sur l'éthique des affaires,
il trouva une photo de jeunesse de son père. Et au second plan, elle, Franziska. « Elle était là tout ce temps ?» murmura-t-il, les mains tremblantes. Mais il y avait un détail. Le visage de la jeune femme avait été partiellement arraché de la photo. Ce n'était pas un accident, c'était un acte volontaire, une tentative d'effacer. Alors Gustavo descendit au sous-sol de la maison de sa mère, où tout semblait moisi sauf les souvenirs, et y trouva une vieille boîte de documents. Parmi les factures et les reçus, une lettre non envoyée, écrite d'une main tremblante, celle de la matriarche. « Franziska, pardonne-moi, je n'ai pas réussi à te protéger de lui. » Le sang de Gustavo se glaça. Cette écriture, c'était celle de sa mère, et ce « de lui », c'était son père. Gustavo comprenait enfin que l'histoire était pire qu'il l'imaginait. Ce n'était pas juste une aventure cachée, c'était une violence classée, un traumatisme étouffé. Et maintenant, tout cela avait un nom, un visage et un écho. Perdu dans le tourbillon des révélations, Gustavo chercha la seule chose qui pouvait lui offrir un semblant de paix, une tombe. Mais lorsqu'il arriva au cimetière où Franziska aurait été enterrée, selon un ancien employé de la famille, la pierre tombale portait un autre nom. « Mais ce n'est pas elle !» murmura-t-il, stupéfait. Le fossoyeur, un vieil homme à la voix basse et au chapeau usé, le regarda avec méfiance. « Beaucoup ont été enterrés ici sous un faux nom, monsieur. Il y avait une jeune femme, il y a des années, amenée par des gens de haut rang. Ils ont dit qu'elle était indigente. Mais elle avait les mains soignées. Ce n'était pas une sans-abri. » Gustavo sentit un nœud dans sa gorge. « Y a-t-il un registre ? Il y en avait un dans un vieux livre, mais il a disparu lors de travaux. Ou quelqu'un l'a fait disparaître. » Et ainsi, l'enterrement de Franziska devint une farce, avec adresse falsifiée. De retour dans sa voiture, Gustavo regardait la ville défiler par la fenêtre comme si c'était un autre monde, et il pensa « Combien d'histoires comme celle-ci sont enterrées, avec un faux nom, une fausse cause, un silence acheté ?» Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de réaliser qu'il avait vécu des années avec Clara sans jamais savoir qu'elle était la sœur de Franziska. Il ne l'avait jamais remarqué, jamais posé de questions. La vérité, c'est que quand on ne veut pas voir, tout devient décor. 2 semaines après le gala, la direction de l'entreprise exigea une déclaration publique. Les investisseurs voulaient se détacher du scandale. L'image de l'Empire l'Aimé s'effondrait plus vite qu'un immeuble mal bâti. « Tu dois faire un communiqué », insista le conseiller, « dire que c'était un malentendu, que la femme était émotionnellement instable. » Mais Gustavo ne répondit pas. Il fixait une enveloppe blanche sur son bureau. Une lettre de Clara, écrite à la main, brève, claire. « Tu m'as amené à cette fête. Maintenant, écoute-moi en tant qu'homme. Pas comme patron, pas comme chef, comme fils de celui qui a détruit ma famille. Je serai au kiosque de la place Italia, le 12 à 15 heures. Si tu veux savoir la toute vérité, viens seul. » Gustavo regarda l'horloge. Il était 15h moins 10. Et contre tous les conseils, contre toute logique d'avocat ou de financier, il y alla. Arrivé là, le kiosque était vide. Mais il y avait un banc avec des fleurs et une boîte en carton. Dedans, des photos anciennes, des lettres, un collier avec le nom de Chico et un téléphone portable. Lorsqu'il l'alluma, la première chose qu'il entendit fut la voix de Clara dans une vidéo enregistrée. « Si tu regardes ça, c'est que tu as eu le courage de venir. Alors maintenant, tiens-toi prêt. » Et ce qui suivit fut révélation après révélation. La vidéo durait plus de 30 minutes.
Clara, assise dans un fauteuil simple, un album sur les genoux, les yeux rouges. J'ai enregistré ça parce que je ne suis pas sûr que tu me laisseras aller jusqu'au bout en personne. Mais maintenant, tu vas m'écouter, parce que tu me dois ça, et parce que ta famille doit la vérité au monde. Elle ouvrit l'album. Voici ma sœur, avant l'enfer, avant ton père. Les images montraient une jeune femme souriante, en uniforme blanc, avec un éclat dans les yeux, un éclat qui serait plus tard éteint. Et Clara poursuivit. Elle est entrée dans la maison de tes parents pleine d'espoir. Elle en est sortie enceinte, brisée et menacée. Les pages suivantes contenaient des lettres de Francesca elle-même, disant des phrases comme « Il m'a dit que si je parle, personne ne me croira. Madame pleure, mais a peur de perdre son nom. Ils vont m'envoyer loin, mais mon fils naîtra. » Gustavo respirait profondément. Chaque phrase était un coup de poing. Mais puis, va la dernière partie. Gustavo, elle a eu son enfant. Mais il n'est pas mort. Il sursauta. Oui, il a été confié à un orphelinat, sans nom, sans papier, juste avec un collier portant la lettre C. Le même qui était dans la boîte, le même que Clara gardait depuis des années. Et maintenant, il veut te rencontrer. La vidéo se coupa. L'écran devint noir, mais l'esprit de Gustavo, lui, tomba en panne. Chapitre 10. Le garçon de la place. Le lendemain, comme dans un film dont le scénario aurait été écrit par le destin, Gustavo se rendit à l'orphelinat mentionné par Clara. Petit, modeste, mais avec des murs propres et un jardin fleuri, un lieu d'abandon, mais aussi d'espoir. « On parle de Caillot ?» demanda la directrice, surprise. « Caillot ?» répéta Gustavo, la voix nouée. « Oui, il a grandi ici. Plusieurs tentatives d'adoption, mais il ne restait jamais longtemps. Il disait qu'il devait retrouver Tati Clara. Il parlait d'elle comme une mère. » Gustavo retint ses larmes. « Il est où ? » « Il travaille juste à côté, dans une échoppe de livres d'occasion sur la place centrale. » Sans réfléchir, il courut, et il était là. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, les yeux creusés, les mains calues, rangeant du pile de livres avec douceur. Quand Gustavo se rapprocha, le jeune leva les yeux, les mêmes que ceux de Francisca. Même iris, même regard perçant. « Je peux vous aider ?» dit-il poliment. Gustavo voulut parler, mais rien ne sortit. Les mots s'étaient envolés. Il réussit juste à dire « Tu es Caillot ?» Le jeune acquiesça, méfiant. « Oui, pourquoi ?» Gustavo sortit une chaîne de sa poche, celle de la boîte, et il la tendit, la main tremblante. Caillot la regarda, la toucha et reconnut. Clara m'a dit que si quelqu'un me donnait ça à jour, c'est qu'il avait quelque chose d'important à me révéler. Et c'était le cas. Mais comment dire à quelqu'un que son sang vient d'une famille qui a voulu effacer son existence ? Chapitre 11. Ce que la boîte contenait. Gustavo resta debout, là, devant Caillot, le cœur tambourinant comme un enfant qui frappe à une porte interdite. Je crois que j'ai beaucoup de choses à te dire. Caillot resta silencieux, le regard figé sur le collier dans sa main. Il le faisait tourner entre ses doigts, comme s'il lisait une histoire gravée dans le métal. « Viens avec moi, s'il te plaît. Ce ne sera pas long, » dit Gustavo, presque en murmurant. Ils marchèrent sans parler, jusqu'à l'appartement de Gustavo. Petit, mais bien rangé. Pas un manoir, pas un palace. Une tentative d'être simple. Sur la table, il posa la boîte, celle qu'il avait trouvée au fond du tiroir de son père. Il l'ouvrit avec soin, comme on ouvre une blessure fermée à la hâte. Là-dedans, des lettres, des photos, un journal intime et une note griffonnée à la hâte. Si un jour la vérité sort, qu'elle sorte tout entière. Gustavo tendit les papiers à Caillot, lentement, un à un. Il les laissait parler pour lui. Le garçon les prit, les parcourut, s'arrêta sur une photo. Une femme souriante,
tenant un bébé dans les bras. « C'est moi ?» demanda-t-il, la gorge nouée. « Oui, et elle, c'est Francisca, ta mère, et ma sœur. » Caillot cligna des yeux, surpris. « Ta sœur ?» Ils l'ont forcée à disparaître, à se taire. Mon père, la honte, l'héritage, tout ce système l'a effacée. Mais elle était là. Elle était vraie. Et toi aussi. Le silence s'installa. Mais ce n'était plus un silence de doute. C'était un silence de digestion, de reconstruction. Caillot se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda la ville. « J'ai vécu toute ma vie comme un fantôme et maintenant tu me dis que j'étais le secret de ta famille. Tu n'étais pas un secret. Tu étais un miracle étouffé. » Caillot ne répondit pas, mais dans son regard, quelque chose avait changé. Cette nuit-là, Gustavo ne dormit pas. Il resta sur le canapé, les yeux ouverts, fixant le plafond, comme s'il attendait une réponse venue d'ailleurs. Au petit matin, il retourna dans la vieille maison familiale, celle qu'il n'avait pas osé vendre. Et dans le grenier, au milieu des boîtes empoussiérées, il trouva ce qu'il cherchait. Une boîte en fer rouillé, marquée du nom de Francisca, au crayon presque effacé. À l'intérieur, un mouchoir brodé, un cahier jauni et une lettre jamais envoyée. Il l'ouvrit et lut. « Si quelqu'un lit ceci un jour, j'espère que ce sera Gustavo, mon petit frère. Je t'ai aimé, même quand il n'a rien vu. Je t'ai protégé, même quand tu m'as oublié. Je ne suis pas parti parce que je voulais, mais parce qu'on m'a chassé. Dis à mon fils que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Dis-lui qu'il est né du silence, mais qu'il mérite d'être écouté. » Gustavo fondit en larmes. Il s'agenouilla et pour la première fois de sa vie, il pleura pour celle qu'on lui avait volée. Il sortit avec la boîte dans les bras et dans un geste symbolique, il alla jusqu'à l'église où Francisca avait été baptisée et y déposa la lettre. « C'est ici qu'elle renaît, murmura-t-il. » Ce jour-là, quelque chose avait changé. Pas dans le monde entier, mais en lui. Il savait que certaines histoires ne grisent jamais, mais qu'elles peuvent devenir des ponts. Et il décida, il inviterait Clara et Caillou pour dîner, mais pas pour tourner la page, pour lire ensemble ce qui avait été déchiré. Chapitre 13. Le dîner le plus difficile de sa vie. Il y a des choses plus lourdes que l'or. Une demande de pardon sans excuse au milieu. Et ce soir-là, ce qu'on servit à table, ce n'était pas qu'un repas, c'était la vérité brute. Clara arriva à l'heure, robe simple, du genre qu'on choisit non pas pour impressionner, mais pour affirmer sa force. Son visage portait la sérénité de celles qui ont souffert sans jamais perdre leur dignité. Caillot la suivait, silencieux, les mains dans les poches, le regard méfiant. Gustavo ouvrit la porte avec un sourire hésitant. Pas de majordome, pas de faste, juste lui, en tablier, le visage perlé de sueur. « Désolé pour le désordre, j'ai essayé de faire comme le faisait ma mère. » À table, riz frais, poulet doré, salade rustique, jus de cajou. Un vrai dîner sans dorure ni apparat. Mais le silence, lui, pesait comme du plomb. « Merci d'être venu, » commença Gustavo d'une voix basse. Clara hocha la tête, Caillou aussi, mais son corps penchait légèrement en arrière, comme s'il ne savait pas encore s'il était là par envie ou par nécessité. J'ai grandi en croyant que la famille, c'était une question de sang. Aujourd'hui, je vois que le sang peut aussi être une chaîne, et parfois, ce qui te sauve
n'ont pas le même nom, mais le même cœur. Caillot parla, enfin. Et pourquoi maintenant? Gustavo inspira profondément, parce que maintenant j'écoute, et avant je ne faisais que parler. Le dîner se poursuivit entre longues pauses et cuillerées timides, jusqu'à ce que Clara raconte une nuit où Francisca pleura dans ses bras, chuchotant qu'elle avait peur de disparaître sans que personne ne se souvienne d'elle. Caillot lâcha sa fourchette. « Elle ne m'a jamais oublié, hein ?»« Jamais, » répondit Clara avec assurance. « Elle venait te voir même quand on te changeait de foyer, même quand on disait que tu ne t'adaptais pas. Elle disait « Un jour, il saura qui il est. » Gustavo essaya de retenir ses larmes, mais quand il vit le regard du garçon reconnaissant en lui l'écho d'une femme effacée de l'histoire, il craqua et pleura. « Je ne peux pas changer ce qui a été fait, mais je peux faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. » Clara tendit la main par-dessus la table, et Caillot, après un instant d'hésitation, fit de même. Et là, dans ce contact, ce n'était pas un accord qui fut signé, c'était le pardon qui fut semé. Un pardon tardif, mais pur. Chapitre 14. Le poids d'un nom. Les jours suivants furent ceux de la reconstruction, mais comme pour toute vieille bâtisse, avant d'élever de nouveaux murs, il faut d'abord abattre ce qui est pourri. Gustavo convoqua la direction de l'entreprise Lemay. Salle comblée, costume impeccable, gens importants. Mais ce qu'il apporta à cette réunion n'était ni rapport ni objectif de croissance. C'était la vérité. Aujourd'hui, je ne viens pas en tant que PDG, mais comme héritier d'un légage honteux, et je refuse de continuer à me taire. Certains valèrent leur salive, d'autres froncèrent le sourcil. Ma famille a effacé une femme, caché un fils, réduit une sœur au silence, et l'entreprise a prospéré sur ce silence. Cela va nous ruminer dans la presse, alors qu'il en soit ainsi, et qu'elle renaisse autrement. Il présenta alors son projet, l'Institut Francisca, une fondation dédiée aux femmes victimes de violences, avec accompagnement psychologique, juridique et professionnel. Et plus encore, une part des bénéfices de l'entreprise sera reversée au projet, de façon permanente, et le siège social de Lemay portera désormais son nom. Silence dans la salle, mais à silence chargé d'histoire, non de honte. La nouvelle fit l'effet de poudre de feu. Gros titres, interviews, gens qui applaudissent et d'autres qui détestent. Mais Gustavo ne recula pas. Il proposa à Clara de présider le conseil social du projet et elle accepta. À une condition. Je veux que la première aile de l'Institut soit construite dans le quartier où elle est née, là où personne ne savait qu'elle existait et où maintenant personne ne l'oubliera jamais. Et ainsi fut fait. Gustavo se mit à assister aux réunions, à écouter des histoires que son argent n'aurait jamais imaginées, à lire des lettres de victimes, à serrer des mains calleuses. Et là, il apprit ce que son père n'a jamais su, qu'un nom sans respect, ce n'est que du bruit. Chapitre 15. Certaines cicatrices deviennent des ponts. Aujourd'hui, la place Italien s'est réveillée différente. Ce n'était ni jour de marché, ni jour de manifestation, ni fête nationale. C'était un jour de mémoire. Au centre de la place, l'ancien kiosque restauré, orné de fleurs jaunes et de bancs en bois fraîchement vernis, portait désormais une plaque en bronze étincelante sous le soleil. Ici, quelqu'un a été entendu pour la première fois. Gustavo prit la parole, sans faste, le micro à peine levé, les yeux brillants d'émotion et le cœur chargé de vérité. Mon histoire a été écrite avec des silences, mais aujourd'hui, je veux qu'elle continue avec de l'écoute. Francisca n'est plus ici,
mais sa voix résonne dans chaque pas de Clara et dans chaque rêve de Caillot. Le jeune homme, désormais plus mature, le regard clair et déterminé, s'approcha à son tour du Micor. Il parla sans papier, sans discours prêt. « Je suis le fils d'une femme qu'ils ont voulu effacer, mais ils ont oublié de dire une chose. Quand les racines sont solides, l'arbre pousse même dans l'ombre. » Tonnerre d'apprenissement. Tous debout. Clara, les yeux embués, s'agenouilla doucement et posa au pied du kiosque une photo de sa sœur. Derrière, écrit à la main et au stylo, « La vérité ne meurt pas, elle attend. » Et moi, le vieux assis sur ma véranda, je termine ce récit avec une dernière question. Combien de personnes connais-tu qu'on a fait taire, mais qui hurlent encore à l'intérieur? Il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas faits pour rester effacés. Et si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire, un petit like, et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain récit de vieux sage. Parce qu'ici, même le silence parle.